Après vous avoir présenté Windows 11 en long et en large au cours de ces 3 dernières vidéos, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas encore vues, on passe maintenant à une nouvelle génération de terminal que va lancer ou a déjà lancé Microsoft et qui accompagne Windows 11 à ses débuts. Salut à tous, c'est YoWave. Aujourd'hui, on part Surface. Surface, c'est la division hardware de chez Microsoft à destination du grand public comme des entreprises et qui, dans l'idée, est censé être ce qui représente le mieux la vision de Microsoft, notamment sur la manière d'utiliser Windows. Si on reprend la définition de Microsoft d'ailleurs, Surface, c'est un terminal qui s'adapte et s'intègre à votre flow ou workflow si vous êtes professionnel. Chez Surface, cela passe notamment par la charnière, qui est un petit peu l'élément emblématique de la gamme et qui permet de faire évoluer la forme du terminal. La seconde chose est que le terminal doit être optimisé aussi au clavier et souris, comme pour la partie tactile, que ce soit au doigt ou avec des accessoires comme le stylet par exemple. Cette gamme de produits se positionne plutôt dans le segment du premium, notamment vis-à-vis des matériaux utilisés, avec le magnésium par exemple, mais aussi de la grille tarifaire, qui est une barrière à l'entrée. En gros, Surface, c'est l'endroit où Windows est le mieux intégré, et Dell le pire, j'ai envie de dire. Microsoft a donc levé le voile sur les produits porte-étendard de l'ère Windows 11, et qui vont donc accompagner l'OS tout au long de son lancement. L'une des premières choses que l'on remarque sur cette nouvelle itération de la Surface Pro, c'est son design qui vient se calquer sur celui de la Pro X, sorti il y a, je crois, 1 ou 2 ans, et permet notamment de rendre interopérables du coup les accessoires entre ces deux terminaux, comme par exemple le clavier qui garde au passage les mêmes coloris que l'année dernière, ou encore la nouvelle génération de stylets qui intègre des fonctionnalités de vibration en vue d'imiter la granularité du papier quand vous prenez des notes ou quand vous dessinez. Voilà, je trouve le stylet plutôt intéressant étant donné qu'il a l'air quand même un petit peu plus résistant que la version d'origine. L'autre gros changement se situe au niveau de la connectique, puisqu'on passe de l'USB-A à 2 ports Thunderbolt 4, vous permettant par exemple de connecter des docks haute performance, comme les docks iGPU, très demandeurs notamment au niveau des débits. Personnellement, je trouve ça plutôt cool, notamment sur la partie évolutivité, car en plus de pouvoir changer cette année le stockage SSD, maintenant on peut aussi faire évoluer la partie graphique. Et justement, concernant la partie graphique, la Surface Pro 8 embarque un écran compatible 120 Hz, Dolby Vision, ce qui fait sens par rapport à l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo, et qui produit de plus en plus de contenu avec cette technologie de HDR là. Je dirais que par rapport à mes usages, mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas de déclinaison 32 Go sur ce produit, en tout cas en France. Aux États-Unis, ce modèle existe bien. Peut-être qu'il débarquera en 2022. Enfin voilà. Après, en termes de performance, Microsoft annonce que ce modèle est 2 fois plus puissant, 2 fois plus performant que le modèle précédent au global. Alors, ce genre de chiffre, je me méfie toujours un petit peu parce que ça veut tout et rien dire. Donc, on verra bien quand il sortira. Voilà. Après, pour la partie graphique, on est sur par défaut, on est sur du graphique intégré avec de l'Intel Xe. Alors, la Surface Go 3, c'est un produit qui se positionne avant tout comme une tablette pour toute la famille et qui est préconfiguré avec Windows 11 en mode S. Mode S qui est un mode en fait sécurisé dont seules les applications venant du store sont autorisées. C'est un mode d'ailleurs que j'aurais tendance à recommander, notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique de manière générale. Voilà. Et en termes d'identité visuelle, on reste sur la précédente génération Surface, y compris au niveau des accessoires, avec par exemple le stylet qui fonctionne encore à pile, là où le nouveau stylet fonctionne avec une batterie en charge à induction. La grosse nouveauté, c'est surtout l'arrivée du processeur Intel i3 au lieu du M3, qui équipait le précédent modèle, ainsi que la connectivité 4G qui était jusqu'à présent réservée au modèle entreprise.
Pour le coup, je peux peut-être un petit peu vous en parler, étant donné que j'ai la première version de ce produit. Alors à la base, il s'agit en fait plus d'un terminal d'appoint qui n'a pas forcément vocation à remplacer votre terminal principal. C'est un produit qui est conçu pour de la consultation et de la bureautique légère. Alors pour le coup, je ne sais pas si le processeur Intel i3 va changer quelque chose au niveau des usages. Peut-être un petit peu plus, hein, pour peut-être faire tourner peut-être un peu plus de jeux, hein, puisque sur la première version, je dirais que avec le Pentium Gold, on pouvait faire tourner des jeux comme Minecraft ou des jeux indés en 2D, enfin des jeux assez légers. Voilà. Alors, la Surface Laptop Studio maintenant. Alors en fait, il s'agit d'un croisement entre plusieurs produits, puisqu'en termes de performance, on est dans la continuité de la Surface Book avec cette fois-ci une 3050 Ti pour les particuliers ou une RTX A2000 pour les professionnels, avec un form factor de laptop incluant donc la possibilité de mettre l'écran à plat à la manière d'un Surface Studio, hein, grâce à la charnière, pour notamment pouvoir dessiner. Un exemple avec le nouveau stylet. Ou encore dans une position un petit peu hybride, un peu un entre-deux, optimisé pour de la consultation de contenu. On retrouve les mêmes caractéristiques d'affichage que pour la Surface Pro, à savoir donc un écran 120 Hz, la prise en charge du Dolby Vision. Il en est de même aussi pour la connectique. Hein. On a deux ports USB 4 compatibles Thunderbolt 4 au format USB-C, le Surface Connect, la prise jack, ainsi qu'une zone aimantée pour le stylet. Je pense que pas mal de gens regretteront, enfin notamment les créatifs, l'absence d'un port SD, hein, notamment les photographes. Pour ma part, ce produit correspond plus ou moins à mon type de profil, hein, notamment parce que j'ai déjà la Surface Book 2 qui est donc mon terminal principal sur lequel je fais notamment mes montages vidéo. Cependant, l'une des problématiques de la Surface Book, c'est qu'elle a des contraintes assez fortes en termes de dissipation thermique, étant donné que l'intégralité de l'intelligence du produit est située dans l'écran. En gros, la Surface Book est en quelque sorte une Surface Pro qui vient s'enclencher en fait sur un dock contenant le GPU, l'extension de batterie, le clavier et toute la connectique. Et le fait qu'il y ait des contraintes thermiques assez fortes entre les différents composants justement, ben, ça a un impact en fait sur les performances de la machine. Chose que j'imagine aura disparu étant donné que cette fois-ci la dalle LCD et les composants ne sont pas réunis au même endroit. Surtout que les composants ont l'air d'avoir un peu plus d'espace pour la gestion des flux d'air qui est dispersé sur les côtés. J'espère juste par contre que ça ne sera pas trop gênant, notamment pour ceux qui utilisent une souris à la place du trackpad, puisque du coup, en fonction de vos usages, j'imagine que ça peut être gênant d'avoir un flux d'air chaud en continu au niveau de la main. Personnellement, je suis pas vraiment tenté par ce produit. Je regrette qu'il n'y ait qu'une 3050 Ti à l'intérieur. J'aurais préféré au minimum qu'il y ait une 3060. Après voilà, c'est que mon avis. Si je devais acheter ce produit là, je pense que j'attendrai la V2 qui proposera sûrement un GPU plus performant et surtout aura un CPU plus efficient, qui est l'argument de vente de la 12e génération d'Intel, puisqu'on est actuellement sur la 11e chez Surface. Pour accompagner ces trois appareils, Microsoft a par la même occasion annoncé la sortie d'un kit d'accessibilité pour Surface. Ça se traduit notamment par des étiquettes de repères visuels de différents coloris à haut contraste en 3 dimensions qui viennent se coller sur les différents endroits de votre terminal Surface, accessoires inclus. Le but derrière ça, c'est d'avoir des repères sensoriels, notamment au niveau de la vue et du toucher, pour permettre justement à une personne en situation de handicap de pouvoir utiliser ses différents sens pour se repérer rapidement sur les endroits clés de son produit par rapport à ses usages. C'est quelque chose qui s'ancre dans la philosophie de Microsoft par rapport au sujet de l'inclusivité. Hein. Ce produit a été justement développé avec une équipe dédiée, l'Inclusive Technology Lab, qui est une division dédiée au sujet du handicap et qui accompagne les différentes divisions de Microsoft sur ces sujets-là. Ce produit est composé de 4 catégories d'étiquettes. Ouais, c'est ça. 4 catégories d'étiquettes. Donc vous avez les étiquettes de forme, les étiquettes de touche et application, et les étiquettes de port connectique et ouverture du support. Donc les étiquettes de forme sont constituées de 4 formes différentes, avec chacune d'elles ayant 4 couleurs différentes.
Ces étiquettes ont pour but d'identifier les différentes fonctionnalités comme les interactions avec les boutons ou encore l'identification des ports pour certains types de connectiques. Dans les exemples que cite Microsoft, ça serait par exemple de placer l'étiquette point à proximité d'une prise audio comme une prise jack et le X et le tiret au niveau des boutons volume et le cercle au niveau des touches de fonction, notamment alimentation éveil. Les étiquettes de touches, comme son nom l'indique, c'est des étiquettes qui sont d'ailleurs transparentes et qui vont se positionner au niveau de votre clavier pour mieux vous repérer sur celui-ci. Et ces étiquettes sont composées donc de 8 lignes avec des orientations et des longueurs différentes, 3 flèches et une étiquette qui a une forme de fer à cheval. Bon, ils n'ont pas précisé dans la documentation à quoi ça servait exactement. Et vous avez une autre étiquette qui permet de positionner correctement les touches. Il y a les étiquettes dédiées à la connectique qui vous permettent d'identifier et de faire correspondre les câbles et les ports de votre appareil. Ces étiquettes sont divisées en 5 paires de touchés et de coloris différents. Et chacune de ces paires est composée d'une étiquette longue qui vient s'enrouler autour du câble et d'une étiquette courte qui vient se positionner à proximité du port correspondant au câble. Et pour finir, les étiquettes d'ouverture pour faciliter l'ouverture d'un écran de PC portable par exemple, ou si vous avez une Surface Pro, ça serait pour vous aider à incliner le chevalet, enfin la charnière pour bien positionner votre tablette. Personnellement, je trouve que ce kit d'accessibilité est plutôt intéressant et pas uniquement pour les personnes en situation de handicap physique à proprement parler, comme l'a montré Microsoft à travers sa communication. Je pense aussi que ça peut être intéressant pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques, d'avoir des repères visuels simples. Je connais dans mon entourage peut-être 1 ou 2 personnes à qui ça pourrait être utile, ce genre de produit, et je vous ferai un retour peut-être à ce moment-là. Enfin voilà, l'idée du produit, moi, me semble intéressant, surtout que moi qui ai travaillé dans le support informatique, j'aurais aimé avoir ce genre de choses, ce genre d'outils notamment pour ne serait-ce que pour guider plus facilement à distance les utilisateurs sur des éléments de base comme la vérification des branchements des câbles. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je trouve que ça pourrait être utile. On finit ce tour des produits avec le Surface Duo 2, qui est donc le seul produit Surface à ne pas être dans l'écosystème Windows et qui corrige d'ailleurs un petit peu tout ce qu'on reprochait à son prédécesseur, hein, à savoir un processeur un peu plus puissant, un peu plus au goût du jour, la 5G, le NFC, un meilleur capteur photo, une batterie plus puissante, plus performante. Alors, pour rappel, le concept c'est quoi? C'est un terminal qui dispose de deux écrans OLED, séparés par une charnière vous permettant de faire pivoter ces écrans à 360 degrés. C'est un peu le contre-pied de Microsoft par rapport à d'autres marques hein, qui font des écrans pliables pour leurs terminaux. Et l'idée derrière ça, c'est de proposer des applications optimisées pour un usage en double écran, de manière à rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable et peut-être même plus naturelle. Donc voilà, vraiment des applications qui tirent parti du double écran par rapport à certains use cases. Même si dans l'affinité, je pense que la plupart des applications qui vont tirer pleinement parti de ces deux écrans-là sont celles de Microsoft essentiellement, étant donné qu'il faut que l'application utilise les outils de Microsoft spécifiques au Duo pour pouvoir fonctionner correctement. Du coup, je pense que dans la plupart des cas, vous serez sans doute sur un usage avec deux applications dont le Duo optimisera la communication entre elles, notamment par exemple pour tout ce qui est drag and drop entre deux apps. L'autre nouveauté hardware, à part le capteur photo, hein, ce sont les écrans OLED qui sont maintenant incurvés du côté de la charnière pour vous donner une petite illusion de continuité entre les deux écrans. Et ces écrans vous permettront aussi d'ailleurs l'affichage d'informations sur la partie incurvée, l'affichage d'informations rapides, donc vos notifications, vos SMS, appels, etc. quand le terminal est fermé. Franchement, ce produit aurait pu être mon nouveau téléphone. L'idée derrière le produit est vraiment prometteur. Puis en plus, maintenant avec Windows 11, qui va prendre en charge les applications Android, j'ai hâte de voir les connexions qu'il pourra y avoir entre ces deux terminaux et comment ils vont faire évoluer les usages. Mais personnellement, avec le temps, je suis devenu un petit peu allergique à l'écosystème Android, notamment par rapport au cycle de vie qui est en moyenne de 3 ans, hein, notamment au niveau des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités. Et pour moi, c'est un point pénalisant, un point bloquant sur un produit à 1599 €, comme le Surface Duo, où là où à l'époque, Windows Phone, Windows Mobile était sur un cycle de 5 ans à peu près, même si les choses ont évolué un petit peu chez Microsoft sur les sujets liés à l'écologie et à la durabilité.
Là, on est plus dans le domaine du service, là où Microsoft est censé être compétitif. Je trouve ça un peu aberrant qu'on ait que 3 ans de garantie de support logiciel. À voir, peut-être qu'ils sortiront une version Windows 11. Pour le coup, je serais peut-être un peu plus intéressé. Alors, concernant les retours de la presse par rapport à ce produit-là, donc puisque une partie des terminaux sont déjà disponibles, accessibles à la presse et à certains, et aux Américains, notamment la Surface Pro 8 et la Laptop Studio. Les avis sont globalement positifs. Les principaux problèmes sont essentiellement des problèmes liés à Windows 11 qui manque de maturité. Si je devais citer un exemple, ça serait que par exemple le rafraîchissement 100 Hz ne s'adapte pas automatiquement en fonction des usages. C'est une action à effectuer manuellement dans les paramètres de votre PC, ce qui peut être un problème si vous accordez énormément d'importance à l'autonomie de votre PC. Après, bon, le nouveau stylet est plus réactif et l'ajout du moteur de vibration pour simuler la granularité du papier est plutôt bien retransmis, mais reste quand même discret. Et ça rajoute, je dirais, un peu plus de confort. Après, à voir ce que ça donne pour les créatifs, puisqu'on est quand même sur une nouvelle forme de stylet qui est un peu plus aplatie que par rapport au précédent. L'une des autres choses positives est que Microsoft rajoute de l'amovibilité sur ses composants de stockage, même si ça reste assez faible en termes de réparabilité ou de mise à niveau hardware, mais ça va dans le bon sens. En parlant de choses qui vont dans le bon sens, Microsoft a commencé à tester la réaction du marché par rapport à des objets issus du recyclage et a annoncé une souris constituée à 20% de plastique recyclé. Moi, j'espère qu'un jour on verra un peu plus ce genre d'initiative sur des gammes de produits un peu plus premium. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine, à très vite pour une prochaine vidéo.